Nous partons en mer vers une autre célébrité, une vedette connue internationalement, vénérée par des millions de fans, Fort Boyard. Rattachée au cadastre de la commune de l'île d'Aix, cette fortification a là encore un destin hors du commun. Pourquoi, sous Louis XIV, il semble indispensable de construire, en plus de tous les forts qui existent, un nouveau fort, mais au milieu de la mer des Pertuis? Parce que Louis XIV, il a un problème. Quand on se recule, la protection n'est pas bien assurée. Sur l'estuaire, tout va bien, mais entre l'île d'Aix et l'île d'Oléron, il y a un espace qui fait un peu moins de 6 km. Et tout le problème, c'est que la portée des plus gros canons du temps de Louis XIV, c'est, 1 km, 1 km 2 pour les meilleurs canonniers, mais plutôt 1 km. Et donc on voit bien qu'un kilomètre sur l'île d'Aix, 1 km Oléron, il y a un gros trou. Et donc il faut pouvoir fermer ce trou. Et il se trouve qu'il y a un banc de sable, justement, au milieu. Enfin, on croit qu'il est au milieu à ce moment-là. Donc on se dit, ce serait idéal d'avoir une espèce de fort intermédiaire qui permettrait de bien fermer le verrou, en quelque sorte. En revanche, la complexité, le coût, la mobilisation que ça impliquerait, fait que Vauban, il dit, il vaut mieux renoncer. On lui prête même ce mot, probablement apocryphe, mais c'est tellement joli. Il dit, sire, il vaudrait mieux saisir la lune avec ses dents que de construire ici pareil ouvrage. Mais qui a dit que la Lune était inaccessible? Car le projet n'est pas abandonné. C'est Bonaparte, alors premier consul, qui le relance au XIXe siècle. L'Angleterre est plus que jamais un ennemi pour la France et cette rade stratégique doit être hors d'atteinte. Les travaux commencent en 1804. Le premier défi est de poser sur un banc de sable un fort puissant et dissuasif. C'est vraiment quand on s'approche qu'on prend la mesure de son aspect imposant à ce fort. C'était vraiment un effet recherché par les concepteurs du fort. C'est quelque chose de massif, c'est quelque chose qui doit imposer la puissance de l'État. Il est posé au milieu là et il est imprenable, visuellement, esthétiquement. Et aujourd'hui, évidemment, ça marche toujours. C'est en fait un fort hors norme depuis le début. Et sa construction, elle est hors norme. Il faut inventer une façon de construire. Donc on balance des cailloux, on fait un gros tas de cailloux sur le tas de sable. Et on met des cailloux et des cailloux. Et sur le tas de cailloux, on va les construire en pierre de taille, une assise bien solide. Et sur cette assise, on met le fort. C'est comme ça qu'on imagine. Ça, c'est le concept. Et la réalité? La réalité, c'est que ça va durer 60 ans. 60 ans de galère. Entre les tempêtes d'hiver qui balaient les fondations et surtout la bataille de l'île d'Aix qui voit la flotte britannique infliger une cuisante défaite à la marine française, l'empereur décide de suspendre les travaux. On croit l'aventure définitivement terminée. Mais le projet repart de plus belle, sous le règne de Louis-Philippe. 1859, Fort Boyard, avec ses 2 niveaux et sa vigie, est achevé. Enfin presque, car encore faut-il y débarquer. Quelle arrivée, c'est l'aventure. C'est magique. Et là, on est pris en main par un équipage de premier choix. Là. Waouh! Ça a toujours été une difficulté de venir sur le fort en fait. Tout est difficile sur le fort et quand ils ont fini le fort en 1859, il y a juste ce petit escalier là qui permet d'entrer, il n'y a pas d'autre moyen. Et évidemment, très vite, on se rend compte que c'est complètement insuffisant, surtout quand il faut passer des tubes d'artillerie qui pèsent des tonnes et choses comme ça. Alors on part pour une nouvelle phase de travaux avec la construction d'un port d'abordage. Et ça va durer 7 ans et ça va coûter une fortune à nouveau. C'est un gouffre, le Fort Boyard. Et puis, de toute façon, un bâtiment aussi hors de toute proportion, hors norme, perdu au milieu de l'eau, c'est forcément très compliqué. Il s'est passé quasiment 2 siècles entre l'idée, la conception de ce fort et sa réalisation. 1866, ça y est, il est terminé, il peut accueillir 250 hommes, des canons. C'est le succès pour Fort Boyard? Ça aurait dû, mais c'est pas le cas. Et c'est toute la légende du fort inutile qui naît à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, l'artillerie a fait des progrès. On a triplé la portée des canons avec cette fameuse artillerie rayée qui permet d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Et donc entre Aix et Oléron, on arrive à couvrir la passe. On n'a plus besoin d'un fort intermédiaire. Qu'est-ce qui te touche le plus, toi, dans ce monument? Quand on dit aujourd'hui, finalement, Fort Boyard, c'est une star, oui, c'est une star. Les stars, elles font rien comme les autres. Et ça, c'est formidable, ce côté star qui sert à rien, mais qui en même temps est le plus beau, et le plus grand, et le plus merveilleux. Il y a quelque chose qui s'est passé et qui continue de se produire aujourd'hui.
Comment un fort inutile est-il devenu une vedette internationale? Là encore, l'histoire est incroyable. Un temps transformé en prison digne d'Alcatraz, l'édifice est un problème pour l'armée qui finit par le vendre aux enchères en 1962. Un dentiste belge l'achète sur un coup de tête, sans véritable projet. La fortification laissée à l'abandon se dégrade de plus en plus. Mais un producteur de jeux télévisés, Jacques-Antoine, a repéré l'énorme potentiel de cet endroit. 27 ans plus tard, Fort Boyard, devenu l'icône de Charente-Maritime, est diffusé dans plus de 70 pays. Éric Buron connaît bien cette histoire. Enfant du pays, il fut l'un des tout premiers candidats du jeu avant de devenir directeur de production en charge des tournages. Éric, ce fort, il était dans quel état? Alors il était dans un état pitoyable. Et entre autres, l'escalier Grand Sud est un exemple. À l'origine, il a été protégé par le Gouesnot. Et donc, c'est le Gouesnot qui a permis donc, de protéger cet escalier qui est en chêne massif. C'est-à-dire les fientes d'oiseaux, il y en avait partout. Il y avait quelle épaisseur? Plus de 20 cm. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est sur l'escalier d'origine. Et donc, voilà, c'est beau. C'est relativement intéressant, Eric. Tu vois, d'une année sur l'autre, donc on pose des témoins, justement, pour s'assurer que l'édifice ne bouge pas trop. Ah ouais, parce donc, que ça, c'est une fissure qu'il faut surveiller. Qu'il faut surveiller, donc voilà. Donc tous les ans, on a un relevé de témoins, c'est 2 fois par an. Et en fonction des relevés, on estime si l'édifice bouge ou pas. S'il n'y avait pas eu le jeu, selon toi, dans quel état serait le fort aujourd'hui? Je pense que le fort aurait été englouti par les eaux, c'est le cas de le dire. Au départ, c'est un paquebot de pierre qui a été construit pour la guerre. On a inversé l'énergie pour laquelle il a été construit. On y a installé des caméras à la place des canons. C'est peut-être l'un des seuls exemples au monde d'un monument historique sauvé par un jeu télévisé? Pour moi, en tout cas, c'est le seul. Non seulement on a réussi à sauver donc, ce patrimoine exceptionnel qui fait partie de l'histoire de notre pays, mais à travers ce concept et à travers la diffusion de cette émission de télévision sur France 2, on a tous ensemble réussi à sauver cet édifice. Ça me fait quelque chose d'être ici, Éric, là, au dernier étage, au pont supérieur, comme on le dit sur un bateau. C'est un peu ça, on est sur le toit du fort, c'est la terrasse, ce qu'on appelle la terrasse. L'hiver, j'imagine que toi, tu as passé des temps ici, ça donne quoi une tempête sur le Fort Boyard? Écoute, une tempête sur le Fort Boyard, c'est des vagues énormes qui viennent se fracasser côté nord du fort. Et ensuite, on a des tonnes d'eau qui retombent dans le cœur du fort. C'est-à-dire que la vague, elle passe par-dessus? La vague, elle passe par-dessus et avec le vent, avec la puissance du vent, elle arrive parfois même à atteindre la vigie. Donc là, c'est quasiment à la vigie, elle est à quoi, 25-26 mètres, quelque chose comme ça? 25-26 mètres. Avoue-moi, certains soirs, là, quand tu viens juste au pied de la vigie et que tu regardes autour de toi, tu te sens quoi? Je me sens un privilégié, avant tout. Je me sens heureux d'être là. En même temps, le ressenti que j'ai, c'est le ressenti que tous les techniciens peuvent avoir, mais que ce soit les techniciens, mais également les candidats ou les productions étrangères. Lorsqu'ils découvrent cet édifice, ils repartent avec des souvenirs plein la tête et des histoires à raconter, à mon avis, pendant de longues années encore.